Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce 11 novembre, notre invité politique de la matinale est Lancelot Durand. Il est membre des Républicains. Il est venu de 5A tout spécialement pour être avec nous au micro de la matinale en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci de m'accueillir en ce jour de commémoration. Alors on va en parler tout à l'heure du 11 novembre, on en dira un mot parce que c'est important. Seulement j'avais envie de commencer peut-être par des sujets qui fâchent. Je me répète beaucoup au micro de Bretagne 5 matin autour du budget qui est difficile à trouver pour la France. Voilà, il y a eu un premier vote autour du PLFSS, donc du plan de financement de la loi, enfin en tout cas du plan de financement de la sécurité sociale. Je vais y arriver. Mais c'est une première étape. Les socialistes ont décidé de ne pas, en tout cas de voter ce budget, de ne pas s'abstenir. Est-ce que c'est une première étape qui peut conduire à une forme de stabilité dans l'instabilité, allais-je dire ? On va dire que les forces centrales les plus modérées, qui va de la droite républicaine aux socialistes, ont les moyens pour former un budget, puisque c'est des partis dits de gouvernement et donc qui sont habitués au compromis. Or, on voit bien que le plat penche plutôt aujourd'hui du côté socialiste que du côté droite républicaine et donc manque de stabilité. Après, moi, je reconnais un certain avantage aux socialistes. Eux ont réussi à faire suspendre la réforme des retraites avec le gouvernement. Nous, de notre côté, on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. Donc, il faudra peut-être se poser des questions aussi de notre côté sur notre moyen à rentrer dans le compromis et à faire appliquer nos choses. Aujourd'hui, les socialistes, plus ça va, plus ils arrivent à avoir presque leur budget. Donc, avec tous les impôts, taxes qui ont été adoptés en commission et en séance plénière, on voit bien que les socialistes, aujourd'hui, ont la main. C'est peut-être aussi une volonté du Premier ministre de ménager un petit peu les socialistes pour pouvoir tenir aussi. Je pense, depuis que Gabriel Attal a été nommé en janvier 2024, ils font des clins d'œil sans appel à la droite. Aujourd'hui, ils braquent le phare sur la gauche. Donc c'est un peu le en même temps. Gabriel Attal qui se dit on n'est plus trop en même temps. Bon, faut pas gratter trop loin pour s'en rendre compte que si, il y a encore du en même temps. Mais oui, aujourd'hui, ce budget a été adopté. Néanmoins, la partie recette du moins, ça va un peu dans tous les sens. On a des amendements avec des taxes qui sont plutôt de gauche. On a des amendements de la droite républicaine qui sont adoptés. Bon, ça a un peu ni queue ni tête ce budget. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout de ce budget finalement? Parce qu'il y a encore un vote crucial qui devra avoir lieu avant qu'on boucle finalement, avant le 31 décembre, puisque la Constitution nous l'impose, et avec le risque que si ça ne fonctionnait pas, on se retrouve avec un budget qui serait adopté par ordonnance et qui serait loin de satisfaire tout le monde. Oui, ça mettra déjà à mal la démocratie. Un budget qui est adopté sans le Parlement et uniquement par l'exécutif, niveau démocratie, même au respect de la Constitution, c'est légal, mais c'est limite. Mais je pense que là, aujourd'hui, on va plutôt aller vers une commission mixte paritaire. C'est très probable, même, puisque le Sénat n'adoptera pas le budget actuel dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, et puis ils vont se renvoyer la balle, et au bout d'un moment, ce sera une commission mixte paritaire qui aura potentiellement une majorité du bloc central dedans, puisque les Républicains, nous détenons la majorité relative et absolue avec l'Union centriste au Sénat, et à l'Assemblée nationale, avec le bloc central, même si aujourd'hui on s'est détaché un peu de tout ça, puisque la démission puis la renomination de Sébastien Lecornu, où est la crédibilité française dans tout ça? On se fait moquer sur la scène internationale. En même temps, on cherche un peu et c'est justifié. Oui, là aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça va être assez compliqué. Enfin, on arrive à faire passer... Il y a des choses qui passent quand même. Faut pas non plus dire qu'il y a le chaos. Mais ça sera compliqué pour un budget final, je pense. Ça sera compliqué pour adopter et pour ne pas aller en commission mixte paritaire.
Alors, difficulté sur le budget, difficulté politique aussi, puisque tout ce qui arrive résulte finalement de la fracturation de la vie politique qui se retrouve donc dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, et avec une fois de plus l'épée de Damoclès de risque de censure du gouvernement, puisque LFI a dit vouloir déposer pour le mois de décembre une nouvelle motion de censure qui pourrait aboutir finalement, là encore, tout dépendra de la position du Parti socialiste. Est-ce que ce serait dommageable si cette motion de censure arrivait? Oui. Quelle serait l'alternative? D'autres vont dire faut nommer un gouvernement de gauche. Est-ce qu'ils auront la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale? Non. Est-ce que si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée, ça va changer quelque chose? Non plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la population a toujours les mêmes intentions de vote, donc ça changerait peut-être quelques sièges, le Rassemblement national en aurait peut-être un peu plus, et les socialistes certainement plus, et les filles à peu près pareil. Le bloc central de Gabriel Attal risquerait de se réduire. C'est possible, mais ça ne changera pas grand-chose. Il n'y aura pas de majorité relative claire qui permettra d'avoir une majorité absolue facile. On restera finalement dans un paysage assez commun à celui qu'on a aujourd'hui. Donc la dissolution aujourd'hui me paraît très déconnectée de la réalité. Hasardeuse sans doute d'un point de vue politique. Oui, et notamment sur la démission du président de la République. C'est une question qui se pose également. On ne peut pas appeler à la destitution du président de la République. Depuis quand un président de la République, enfin Emmanuel Macron, oui, a fait des choix politiques qui sont très dommageables, je ne le soutiens pas là-dessus. De là, le destituer, il n'a pas commis une erreur grave de violation de la Constitution, de droits fondamentaux, etc. Donc voilà, la destitution, c'est quelque chose. Ça me paraît totalement débile, limite, d'aborder ce sujet. Sur la démission, Emmanuel Macron pourrait, s'il avait une vision gaulliste des choses, il aurait démissionné. Malheureusement, Emmanuel Macron est quelqu'un qui est très imbu de sa personne et qui veut concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, donc, au vu de son ego, ne démissionnera jamais. Il ira au terme de son mandat. Alors certains disent que c'est fragiliser les institutions si il démissionne aujourd'hui. Est-ce que le général de Gaulle, quand il a démissionné, a fragilisé les institutions en 69? Non. Non, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas appeler à la démission. C'est à lui de dire « je démissionne ». Et là, dans ce cas-là, ça sera gaulliste, et là, ça ne fragilisera pas les institutions. Si vous dites « non, non, mais il faut qu'il dégage », là, il y aura peut-être une vision de la démission, en fait, qui, si on appelle à sa démission, il y a un risque de déstabilisation, puisqu'on pourra faire pareil pour le président qui suivra. Par contre, si ça vient de lui-même, là, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça changera une majorité à l'Assemblée nationale? La question est encore... On ne sait pas. Aujourd'hui, dans les intentions de vote, si Emmanuel Macron démissionne, ce serait potentiellement le Rassemblement national, ce qui serait dommageable. Mais est-ce qu'il y aurait une majorité absolue? Est-ce que les Français donneront une majorité au Rassemblement national s'ils sont élus? Non. Il y aura un front républicain qui amènera une majorité relative, comme aujourd'hui. Donc, on est un peu coincé. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas censurer le gouvernement. Pour faire quoi? Pour faire quoi, tout simplement? Il n'y a pas de solution actuellement. C'est dommageable, mais il n'y a pas de solution concrète. Donc, il faut chercher des compromis jusqu'au bout et en finir avec la politique partisane qui était rejetée par le général de Gaulle, qui aujourd'hui, les partis politiques et même la vie politique est gangrénée. Aujourd'hui, les Français, s'ils en ont marre des politiciens, enfin de la classe politique, c'est d'une part parce que ils sont très attachés à tout ce qui est... politique partisane, on va pas parler avec celui-ci, autrement on va perdre des voix, ou alors c'est par tout ce qu'il y a comme affaire. Donc aujourd'hui, il faut mettre un terme à tout ça. Oui, il y a eu de la politique politicienne, maintenant arrêtons. Il n'y a pas de majorité, on voit bien que la politique politicienne, ça marche plus. Faut chercher des compromis dans l'intérêt de la France, d'une part, et d'autre part des Français. Avec des contraintes, alors cette contrainte budgétaire, ou en tout cas cette difficulté à aboutir à un budget, s'inquiète aussi le monde économique, on le voit, plus largement les entreprises qui n'investissent pas, donc voilà, ça impacte aussi tout un volet social au niveau français. Est-ce que là aussi, on ne risque pas d'avoir une forme de crise sociale qui pourrait découler des difficultés à obtenir ce budget? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a les syndicats du travail, des travailleurs qui demandent l'abrogation de la réforme des retraites, mais pour l'instant, du côté, on va dire, des patrons,
Bon, ils trouvent un peu leur compte dans ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on vient leur dire on va vous taxer, et pour autant, on va pas forcément revenir sur les retraites ou quoi que ce soit. Donc on cherche un peu à tirer à balles réelles sur les deux côtés de syndicats, si bien que là, oui, ça risquerait de poser problème, puisque si les patrons s'y mettent aussi, là, le secteur économique prend très cher. Là, on risque de gripper la machine finalement. Oui, elle est grippée d'un côté, faudrait peut-être pas la gripper de l'autre. Au contraire, faudrait peut-être mettre du dégrippant. Avec aussi des agences de notation. On a vu que la France a été dégradée, au moins par 2 agences. On a entendu beaucoup de choses là-dessus en disant oui, demain, le FMI peut arriver comme il est intervenu en Grèce il y a quelques années. Est-ce que c'est une crainte qui se fait jour un petit peu dans la classe politique aujourd'hui? Sur la question du FMI, je suis pas sûr, ça m'étonnerait. Mmh. Mais on n'est pas dans une situation comparable comme la Grèce en termes de déficit et de dette. Mais la France, si elle se donne les moyens, peut se relever. Mmh. Pas comme la Grèce où ils étaient complètement faillites et il y avait eu une époque de crise économique en plus qui n'arrangeait pas la situation. Mmh. Je pense sincèrement que le FMI, oui, il y a une dette, mais il ne faut pas non plus vivre que pour ça. Un parti politique ne peut pas se présenter aujourd'hui à n'importe quelle élection en disant « Oui, écoutez, la priorité, c'est la dette ». Il faut rassurer aussi les marchés qui nous prêtent de l'argent, finalement, aujourd'hui. Plus on va faire peur en disant « Oui, mais on est en faillite, etc. » C'est des sujets importants. Hein. Un État qui est déficitaire depuis 60 ans, c'est pas rien. Mais plus on va, dans la mentalité des gens, dire « Oui, on est en déficit, donc il faut agir à tout prix, autrement on a le couteau sous la gorge l'année prochaine », là, on va commencer à inquiéter les investisseurs et on va faire pire que bien, je pense. C'est un petit peu ce qu'on a entendu de la part de François Bayrou lorsqu'il est passé, en tout cas, il a été Premier ministre, on va dire très récemment. François Bayrou avait dit, voilà, on a le couteau sous la gorge. C'était selon vous quelque chose de déplacé? Il ne fallait pas attiser les peurs? Faut le dire, clairement, mais faut faut pas en parler à longueur de journée. Parce que c'est un sujet parmi tant d'autres. Un sujet important, mais parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire et parler que de ça. Mmh. Aujourd'hui, si on regarde, il y a un an, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on parle que de ça. Mmh. C'est un peu la politique française. D'un coup, on parle que d'immigration, on parle que de ça dans le débat. Après, c'est tout ce qui est budget. Et il y a toujours un truc sacré comme ça. Mais pour autant, les vraies priorités sont mises un peu de côté. Alors, il y a des priorités aussi au niveau des collectivités locales, territoriales qui s'inquiètent. Là aussi, de possibles restrictions budgétaires. On pourrait aller jusqu'aux associations qui s'inquiètent aussi, qui sont des relais souvent sur le terrain. Est-ce que là aussi, il va falloir rassurer, il va falloir en fait économiser, mais trouver des compromis, savoir où économiser? Oui, il y a certaines agences de l'État qu'on peut fusionner, voire même certaines supprimer. Et ça permettra déjà, dans la fonction publique d'État, de faire une réduction des dépenses. Après, la fonction publique territoriale, tout ce qui est collectivité territoriale, adopte des budgets à l'équilibre. Donc on ne peut pas, l'État n'est pas du tout correct quand elle vient dire aux collectivités territoriales, vous dépensez n'importe comment. On entend les départements en particulier. On avait Christian Coy qui était notre invité la semaine dernière, qui s'inquiétait, qui tirait la sonnette d'alarme. Alors Christian Coy, qui est le président du département des Côtes-d'Armor. Donc aujourd'hui, on a quand même une grande inquiétude, une grande peur aussi. Mais déjà, les départements ont beaucoup, leurs dépenses majoritairement sont dans le domaine social. Le RSA, c'est eux, l'AAH, c'est eux, tout ce qui est MDPH, ça dépend d'eux. Et bien évidemment le SDIS aussi. Tout ce qui est les pompiers, j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes de financement dans les Côtes-d'Armor et donc il y avait un appel pour que les communes participent pour financer. Donc il va y avoir 9 VSAV qui vont arriver prochainement. Voilà, donc des véhicules, hein, je le précise. Véhicules pour, de secours et d'assistance aux victimes. Voilà, pour nos auditeurs. Et parce qu'aujourd'hui on a des vieux véhicules, le matériel n'est plus forcément très fonctionnel. Et donc, ça ne facilite pas le confort des victimes, ni non plus des sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires d'ailleurs. Donc, voilà. Et donc, j'en avais parlé également avec Alain Cadec l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus exactement, où il me disait que 70% à peu près des dépenses d'un département vont dans le domaine social. Donc, on ne peut pas non plus réduire considérablement les dépenses d'un département. C'est des dépenses limites déjà qui sont... qu'on ne peut pas toucher. Elles sont primordiales. Sacralisées, on pourrait le dire voilà, comme ça. Voilà, c'est ça, tout à fait.
Donc les départements, on ne peut pas leur faire la poche non plus. Ils votent déjà des budgets en équilibre. La situation du département des Côtes-d'Armor n'est pas non plus catastrophique. Faut dire ce qu'il y a. On n'est pas comme dans des mairies de Rennes qui sont surendettées ou comme Paris. On a une situation qui est globalement satisfaisante. Il y a bien évidemment des suppressions d'emplois. Il y en a eu, je crois que Christian Coy a dit qu'il y en avait eu 60. Voilà, une soixantaine de postes. Une soixantaine de postes, c'est pas rien. Mais s'il l'a fait, c'est que c'était possible. Donc il faut chercher des économies quand même. Voilà, alors si vous avez la possibilité de les faire, faites-les. Alors chercher des économies, est-ce qu'il faut, là je vais être très provoquant, finalement on peut trouver de l'argent, est-ce qu'il faut taxer les riches, est-ce qu'il faut mettre en place la taxe Zuckman et puis avoir plein de sous pour essayer de aller les répartir cet argent, pourquoi pas vers les collectivités locales. Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Sur le papier, c'est intéressant la question de cet impôt, 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Or, la majorité des gens qui ont cette fortune-là ont travaillé pour l'avoir. Donc c'est très malvenu de notre part de dire on va vous taxer, sachant qu'on est déjà les champions de la taxe. Et en plus, on a une situation déficitaire. Donc ça veut dire que déjà on gère très mal. On a beaucoup d'argent, mais on est quand même en déficit. Enfin, beaucoup de nos compatriotes se demandent où va l'argent. C'est souvent la question qu'on entend. D'ailleurs, les auditeurs nous sollicitent très souvent en disant posez la question aux politiques qui viennent au micro, où va l'argent? Et donc, je pense que cette taxe est intéressante, mais au nom de la compétitivité, elle n'est pas très correcte. On a réduit plein d'impôts et aujourd'hui, on vient vous dire, on a supprimé des impôts, maintenant, il va falloir en reprendre. Où est le consentement à l'impôt dans tout ça? On leur dit, mais on va se calmer, maintenant, on va reprendre de plus belle. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux en 5 ans de dire, on enlève tout, maintenant on remet. Enfin, Il y a cette question aussi sur l'héritage, la transmission d'héritage, pour les gros héritages, on entend bien, d'une possible taxation là aussi, qui passe pas même d'un point de vue, on va peut-être dire sociétal. Moi, je suis pas trop fan des taxes sur les héritages, puisque c'est déjà de l'argent qui a été défiscalisé. Les gens ont déjà payé leurs impôts dessus et on vient leur dire, mais attendez, non, maintenant ça a déjà été payé, mais l'État va vous en reprendre une partie. Quel est le visage de l'État dans tout ça? L'État nous fait les poches à chaque fois, et puis ils n'arrivent pas à boucler un budget correctement. Franchement, c'est pas sérieux. Moi, je suis pas un grand fan. Je pense aux petits héritages notamment, ceux qui sont en dessous de 1 million d'euros. Les gens bossaient toute leur vie et on leur dit mais non, vous avez déjà 5-6 enfants, mais on va quand même en prendre un peu, parce qu'on regarde un héritage d'1 million d'euros, ça monte très vite. Il suffit qu'on ait une bâtisse de notre famille en pierre assez grande avec un terrain assez conséquent, un peu d'argent sur le compte, la voiture, etc. On arrive facilement, avec l'inflation aujourd'hui, à 700-800 000 euros. Donc, c'est pas forcément des gens riches finalement. Non, c'est des classes moyennes. Si on divise par le nombre d'enfants, s'il y en a 4, ça fait plus que 200 000, 250 000 euros. C'est pas non plus la fortune à Rothschild. Donc, non, sur les patrimoines qui font plus de 100 millions d'euros ou des histoires comme ça peut se comprendre un peu plus. Parce que 100 millions d'euros, c'est conséquent. C'est possible d'en prendre un peu, je pense. C'est consentant et puis c'est entendable. Mais sur des petits patrimoines, je trouve que c'est pas sympa. C'est pas sympa, et puis c'est la majorité de la population, on va leur dire, mais attendez, on va vous en reprendre. Moi, je suis pas du tout un grand défenseur de cet impôt-là, en tout cas. Pour en revenir aux collectivités, on entend beaucoup la petite musique de la décentralisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas une plus grande décentralisation, une meilleure répartition et des obligations des collectivités, mais aussi des moyens qu'on leur donne pour pouvoir effectuer ces obligations sur le terrain quotidiennement? Oui, bien sûr, il faudra aller vers plus de décentralisation. On a une loi nôtre qui a permis l'accroissement, on va dire, des EPCI. Bon, concrètement, est-ce qu'il y a plus de décentralisation aujourd'hui? Sur le papier, oui. Clairement, dans les départements des Côtes-d'Armor, non. Avant, on avait une dizaine, quinzaine d'EPCI. Aujourd'hui, on n'en a plus que 8. Donc le préfet, quand il s'adresse aux EPCI, il s'adresse à 8 personnes. Avant, il s'adressait à 15. Où est la décentralisation dans tout ça? Et puis, quand on adresse... Il y a eu finalement une concentration. Oui, et puis maintenant, on parle beaucoup de blocs communal. Ça a un sens. Donc c'est pas vraiment de la décentralisation, c'est de la décentralisation centralisée pour moi. Mais bon, donc oui, il faudra aller vers plus de décentralisation, mais de la vraie décentralisation, et donner plus de compétences aux communes
aux régions principalement, puisque l'État n'est pas très digne pour avoir certaines compétences. Je pense tout ce qui est transport, un ministre des Transports aujourd'hui, je ne sais pas si réellement ça sert à quelque chose, sachant que les régions en ont déjà une bonne partie de compétences dans ces domaines-là. La santé aussi, je pense que ça pourrait être de la compétence de certaines régions, tout en étant piloté par la Haute Autorité de Santé, l'HAS, pour garder un contrôle. Mais je pense qu'aujourd'hui, certains sujets pourraient être confiés aux régions. Avec peut-être une meilleure gestion, parce que là aussi, chaque territoire a ses spécificités. La culture, par exemple, ses pour la besoins, Bretagne. la culture, on pourrait le dire aussi pour la Bretagne et d'autres régions à forte valeur culturelle. Voilà. Et l'agriculture. Après, attention, il ne faut pas aller non plus dans un État fédéral. Voilà, alors oui, je crois que c'est pas votre truc, l'État fédéral. Non. Alors, on va parler, tenez, des territoires, parce qu'il va se passer quand même quelque chose en mars, les élections municipales. Comment aujourd'hui LR se prépare pour ces élections municipales? Alors, peut-être plus largement, mais aussi au niveau des territoires. Je disais tout à l'heure, vous veniez de 5A, on pourra prendre évidemment le cas de 5A. LR a des difficultés, on le voit aujourd'hui, n'a plus sa superbe d'avant. Oui. Voilà. Alors comment faire pour exister dans ce paysage politique compliqué? Il faut encore sortir de cette politique partisane et chercher des compromis. Pour l'instant, sur certaines villes et communes, c'est le cas. On le voit bien sur Lyon, avec Jean-Michel Aulas et Pierre Oliver, qui vont faire liste commune pour Lyon, on devrait y arriver. Quand on voit des listes comme Paris, où il y a un candidat Horizon qui est investi par Gabriel Attal, alors que des députés comme Sylvain Maillard ou Benjamin Haddad, le ministre en charge de l'Europe, soutiennent Rachida Dati. Il y a encore une complexification, là. C'est une complexification et on diminue nos chances de gagner. Donc, pour moi, il faut chercher des compromis. Le candidat Horizon devrait se retirer, voire, s'il veut, pourquoi pas aller sur la liste de Rachida Dati, pour être sûr de gagner la commune. Sur des communes, sur des villes en Bretagne, sur Brest, on a vu que c'était déjà le cas avec Stéphane Roudotte, qui est conseiller régional, qui lui mènera la liste du centre et de la droite. Pour l'instant, c'est bien parti pour lui, je vous souhaite tout le bonheur. Sur Rennes, c'est plus compliqué. On voit qu'avec Charles Compagnon, Carole Grandon, Thomas Rousseau, c'est plus compliqué. Ils veulent tous les trois, on va dire, créer une alliance, mais chacun ne veut pas lâcher le poste, j'ai l'impression. Voilà, c'est compliqué. C'est aussi des questions parfois d'ego. Allez, on peut lâcher le mot. Oui, je pense. Je pense aussi. Être le premier édile ou être le premier adjoint, ça fait tâche, quoi. Enfin, non pas pour dénigrer le rôle du premier adjoint, mais c'est pas lui qui bénéficie de toutes les fleurs, quoi. On posera la question à Thomas Rousseau, il sera notre invité vendredi matin, donc on lui posera la question. Justement, le compromis, c'est donc des possibilités d'union, un petit peu au cas par cas dans les... Ce qui est déjà fait dans les petites communes. Voilà. Quand je vois à Saint-Calguildo, nous on a une liste majorité actuelle qui est plutôt divers droite, une autre qui sera potentiellement divers gauche, l'opposition qui devrait mener une liste, et une liste, alors pas sûr, mais il y a une association qui a été créée contre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, l'association des citoyens Castin, qui crée un projet justement contre cette taxe pour plus de cohésion entre les habitants de 5A, résidence principale, résidence secondaire, parce qu'il faut savoir que 5A, c'est une commune qui a été créée en 1972, l'union de 5A et du Guildo, qui est aujourd'hui Notre-Dame du Guildo. Donc c'est une commune où il y a eu longtemps une opposition entre les Castins et les Guildocéens, qui s'estompe un peu aujourd'hui, mais c'était un peu les ruraux du Guildo et les richoux de 5A, pour faire vite. Ce qui n'est pas réellement le cas, mais c'est le cliché. Et aujourd'hui, ça s'est estompé, mais on a eu la THRS. Alors la THRS, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui permet depuis 2020 aux collectivités, comme elles ne bénéficient plus de la taxe foncière, la taxe d'habitation, pardon, bénéficient de ce levier-là pour avoir de l'argent. En l'occurrence, ils ont le droit de majorer jusqu'à 60%. C'est pas rien, ça fait plus 600 € par exemple. Donc, la mairie de Saint-Calguildo a dit en 2023, on va mettre 30%, en 2024, 45%, et là, la question de poser de monter à 60%. Et c'est là qu'il y a un problème, puisque moi, je suis contre. Plus on va aller là-dessus, plus les résidences secondaires vont être mécontents, plus les résidences principales vont dire « Non, mais attendez, vous, taisez-vous, sans vous, ça marche très bien. »
Et c'est un lien vicieux et on continue à diviser la population casteline. Donc le mieux pour moi personnellement, c'est de revenir sur du 30% qui permet de couper la poire en deux. Ni on supprime tout, ni on majore au maximum. Or, aujourd'hui, la liste majorité, la liste d'hiver gauche est plus pour du 60%. Et la majorité actuelle, on va dire, parle du 45%, mais elle est assez divisée entre le 30 et le 60%. Là, donc, il faut trouver le bon équilibre. Il faut trouver le bon équilibre. Mais après, l'association, en fait, est là pour défendre les résidences secondaires. Elle prétend défendre l'intérêt général, mais se définit comme un lobby. Vous connaissez un lobby qui défend l'intérêt général ? Moi, j'en connais pas personnellement. Moi non plus. Mais donc, et la mairie de Saint-Caz a beaucoup de choses à faire. D'ici les prochaines élections, on devrait dépasser le cap des 3500 habitants. Donc, plus 23 sièges, mais 27 sièges pour le conseil municipal. La loi SRU qui nous impose 25% de logements sociaux sur la commune, on est à 5%. Avec un PLUIH qui est de plus en plus restreint, qui nous a divisé depuis les dernières années par 10 le nombre de terrains constructibles, plus Lausanne, bon courage. Franchement, bon courage. En plus de ça, il y a le sujet de la dette à 5A. On a un taux de désendettement qui est 1,21. Donc c'est très faible, puisque la majorité dans le département, c'est 3 ou 2, je ne sais plus exactement. Donc on est très bien, mais on a un prêt toxique qu'on a emprunté en 2008 ou 2009, indexé sur le franc suisse pour le port, avec Dexia. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2012, on a remboursé 15% de capital, 80% d'intérêt. Donc c'est très compliqué. Mais pour autant, la situation reste très saine, on a un budget excédentaire de 28%. Donc c'est pour ça, maintenant que c'est excédentaire ce budget, je ne vois pas trop l'intérêt de cette THRS, je me dis... si ce n'est que de faire de la poche, c'est pas très justifié, quoi. Voilà, à quoi sert-elle finalement ? Elle sert à financer du foncier pour créer des logements pour des primo-accédants. Mais pour moi, je trouve que c'est... Quand on est excédentaire, c'est limite, quoi. Ça fait vraiment envie de faire la poche. Je pense qu'il faut revenir plutôt sur 30%. Ça fera moins de financement, c'est vrai. Mais au moins, on aura l'intérêt général et une certaine unanimité. On va devoir presque conclure. Je dis presque parce que je vous avais promis qu'on aurait parlé du 11 novembre, la commémoration. Alors c'est loin, cette guerre de 14-18 aujourd'hui, mais il y a bien d'autres guerres qui sont hélas arrivées depuis. Il y a des inquiétudes aujourd'hui sur... là encore, on entend le retour de la guerre, c'est une petite musique. Il faut garder tout cela en mémoire, il faut commémorer, il faut essayer de faire en sorte qu'on ne refasse pas les erreurs du passé. Bien évidemment, c'est un devoir de mémoire. Aujourd'hui, il y a une bonne partie de nos ancêtres qui sont tombés au combat. On ne peut pas les oublier. Alors, il ne faut pas avoir une vision belligérante de cette commémoration. On est juste là pour commémorer nos morts en disant sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne parlerait peut-être pas français si on avait perdu la Première Guerre mondiale, ou on parlerait peut-être anglais si on n'avait pas eu le général de Gaulle, ou américain si on n'avait pas eu le général de Gaulle en 58, puisque les États-Unis comptaient bien prendre une bonne part du pouvoir en France. Ça n'a pas eu lieu, mais je pense que si on les aurait laissés faire, ça aurait pu être le cas. Donc oui, il faut commémorer nos morts, le 11 novembre, le 8 mai, tout ça, c'est des choses où il faut y aller. Et aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes et même de parents n'y vont plus, malheureusement. Moi, j'étais à l'école à Saint-Cloud-Guildo, on avait des invitations de la mairie avec notre professeur, on y allait à chaque commémoration, et j'y continue toujours à y aller. Donc j'invite les gens à y aller demain. Voilà. Aujourd'hui. Voilà, demain, c'est aujourd'hui, 11 novembre, je vous le dis, parce que aujourd'hui on travaille, même sur Bretagne 5. Merci infiniment, en tout cas, Lancelot Durand, d'être venu justement ce 11 novembre au micro de Bretagne 5 matin. Je rappelle que vous êtes membre des Républicains. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à tous les auditeurs. Pardon. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.